Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle DocX, XLSX et PPTX. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mai 2020 et c'est l'épisode 184 de Lifetile, un épisode où nous sommes encore les trois fidèles réunis pour parler de l'actualité Microsoft évidemment. Alors ce soir j'ai avec moi Cassim, bonsoir Cassim. Bonsoir à tous, ça va, motivé? Ça va, motivé, il fait beau, il fait chaud, et non, ce ne sont pas les vacances qui arrivent. À côté de toi, il y a le camarade Florian. Salut Florian, dans ta lumière bleue. Salut, je suis en lumière bleue? Ouais, c'est le contre-jour qui fait ça. Oui, parfait. Voilà. Ok, alors aujourd'hui, on a une actualité qui est un petit peu réduite, donc on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière. On va vous parler un petit peu d'une nouveauté qui va arriver, qui risque d'arriver sur Office. Donc ça, c'est Florian qui va gérer le premier dossier. Et après, bien sûr, une petite partie news et rumeurs. Et bien sûr, nous ne pourrons pas terminer sans parler de Xbox, évidemment. Voilà, et Cassim, donc je compte sur toi pour parler Xbox. Hein. Bien sûr, toujours, comme chaque semaine. C'est sûr. Allez, sans plus attendre, c'est parti, le dossier Office. Alors Florian, pour commencer ce dossier Office, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru comprendre que tout allait se réunir. Est-ce qu'on n'aura plus qu'un seul logiciel qui fera tout? Non? Ou je vais peut-être un petit peu trop loin là? Ouais, un peu trop loin, mais bon, il y a de l'idée. Donc Microsoft a fait une petite présentation de Fluid Framework à la Build. L'idée est de découper les services Office, maintenant Microsoft 365, en petits blocs. Alors actuellement, on crée beaucoup de documents. On crée des documents, donc Word, Excel, PowerPoint, comme tu as dit, DocX, PPTX, XLSX. C'est pour Excel. Dans la suite Office. Et il est déjà possible d'utiliser des parties des documents les uns les autres. On peut mettre des bouts de Word, des bouts d'Excel dans du Word, des choses comme ça. Mais ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait depuis les années 90. Mais c'est assez limité quand même. Et Microsoft veut rendre ça bien plus puissant. Ouais. Ils veulent découper chaque application, chaque service Office en des dizaines de petits blocs, un peu comme des Lego. Il va être possible de l'utiliser un peu partout sans avoir à créer des documents spécifiques. D'accord. Alors, par exemple, on est en train de taper un email sur Outlook.com. On peut directement, là, depuis notre email, ajouter un petit tableur Excel, sans avoir à créer un document Excel, directement un tableur Excel. À partir de ce tableur, on peut déjà créer un graphique comme on pouvait le faire sur Excel. On peut utiliser donc les outils de proofreading, en français c'est je trouve plus le mot, pour t'aider à un truc de Word. Oui, le rédacteur, enfin. Oui, voilà, parfait. De Word directement donc, dans Outlook. On peut utiliser donc toutes ces parties de... Pardon? Je dis ça se comprend, ça semble assez évident parce que quand tu rédiges un email, à la base c'est un fichier texte. Donc que Outlook soit capable d'aller appeler des fonctionnalités de Word et les utiliser, ça me paraît tout à fait évident. Oui, il y avait déjà un mini Word intégré depuis un moment. C'est ça, il y a quand même des fonctions basiques qui existaient déjà. Mais là, l'idée c'est que c'est le vrai qui sera vraiment utilisé. D'accord. Donc, et l'avantage de ça, c'est que ce n'est pas des éléments fixes. Si on envoie ça à une personne, l'email, eh ben, il ne reçoit pas un email fixe avec les données. Les données, c'est les mêmes. Et donc, il peut éditer directement les données sur ton email. Et toi, la personne qui a envoyé, tu vois les données être éditées en temps réel. Donc, vous pouvez travailler sur les mêmes informations. Donc, en fait, ce que tu veux dire là, c'est que c'est plus un fichier que tu vas envoyer. Finalement, ce que tu vas envoyer, c'est un accès à un fichier qui sera stocké sur un cloud. Voilà, parce et justement, c'est la seule manière de pouvoir gérer ça. C'est ça le mot fluide. Le mot fluide, c'est que c'est plus des données fixes, ce sont des données fluides qu'on envoie maintenant. Et donc tout ce qui est, c'est des choses qui bougent, qui vivent. D'accord. En fait, ça serait, on aurait pu l'appeler plus clairement le Cloud Framework. Oui, finalement, bon, ça aurait été plus simple. Bon, ça faisait beau, Fluid Framework, hein, c'est aussi ça. Ouais, mais bon, au moins tu sais ce que c'est. Tu sais que tes données vont passer dans le cloud et ça sera de l'édition collaborative finalement. Oui. Et donc, toute application connectée au cloud Microsoft 365 va pouvoir utiliser ça et remplacer tous les éléments figés à l'ancienne par des éléments fluides qui seront mis à jour en temps réel. D'accord. Un autre endroit où ça va être utilisé, ce sera Teams.
Par exemple, les collaborateurs d'une entreprise, aujourd'hui, quand on fait un projet ensemble, moi je le sais, parce que maintenant je travaille dans une grosse boîte, on crée des dizaines de fichiers, texte, des dizaines de tableurs, des dizaines de PowerPoint, bref, c'est le bazar avec des liens dans tous les sens pour qu'on s'y retrouve. Et rapidement, c'est assez difficile à suivre. Tout le monde est là en train de dire où est-ce qu'est tel fichier, où est le lien vers ça. Et là, Microsoft veut supprimer cette idée d'avoir plein de fichiers différents, donc, et que tout soit réuni dans Teams. Justement, dans Teams, on pourra travailler ensemble, utiliser des parties de Word quand on a besoin, des parties de PowerPoint quand on a besoin, des parties de Excel quand on a besoin, directement, pour un projet précis, sans avoir à créer des documents. Teams étant aujourd'hui disponible sur vraiment toutes les plateformes, c'est pas que sur Windows, on l'a sur Windows, Linux, Mac, iOS, Android, partout. Surtout. Partout, sauf Windows Phone, c'est pas grave. Il n'y a pas sur Xbox, je crois encore. Non, c'est trop ouais, mais est-ce que tu crois, Cassim, que Xbox est une cible de Teams? Écoute, j'ai envie d'y croire. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que c'est une app Electron et de toute façon, ce serait pas. C'est vrai. Pour l'instant, ce serait pas possible. À terme, peut-être. Mais. Oui. Mais pour ce que vous après, disiez sur la séparation des documents, enfin le fait de parler de données plutôt que de documents, j'ai l'impression que quand ils ont présenté un peu l'outil collaboratif, vous pouvez facilement comparer ça à ce que fait Google Docs, en tout cas ce qui est un peu le truc basique de Google Docs où tu écris dans un document et les autres peuvent écrire aussi en temps réel. Et bon, finalement, le collaboratif dans le cloud, on connaît un peu déjà. On l'a déjà sur OneDrive. Voilà, et même sur OneDrive, ça fonctionne aussi. Là, la différence, du coup, moi, j'ai suivi ça de loin, donc je vous écoute et j'essaie de voir un peu. C'est vraiment le fait de ne plus avoir même de documents, en fait, même si c'est quelque chose qui est stocké dans le cloud, etc. Microsoft, derrière, ils gèrent comme ils veulent. Il n'y a même plus En fait, tu ne nommes plus un document, tu ne le transfères plus, tu ne le partages plus. C'est juste ton morceau de données qui est dans ton mail, que après, tu peux aller appeler, peut-être utiliser ailleurs, mais il sépare vraiment la donnée du document derrière, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et j'imagine que quand tu copieras ta donnée, en fait, tu copieras le lien à la donnée, et donc ce sera toujours la même chose, il y a toujours le lien vers la vraie donnée qui sera utilisable. Et ça, pour moi, c'est un grand point avantage, parce que comme je vous dis, je vois tellement de dizaines de fois par jour des gens qui te demandent l'accès à un tel document, où est-ce qu'il est ceci, où est-ce qu'il est le doc qui fait ça, dans les grosses boîtes, quand tu as des... Pardon ? Oui. Non, mais fini, mais je voulais prendre la parole juste après. Dans les grosses boîtes, quand tu as énormément de gros projets, tu te retrouves avec rapidement des dizaines de documents les uns les autres, et tout le monde est perdu très rapidement. Et ça, je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Je pense que Microsoft a une bonne idée, à voir comment ils vont le mettre en œuvre. Mais pour moi, ils sont sur un bon plan. C'est possible qu'ils aient trouvé quelque chose qui peut changer un peu la façon dont on travaille. Ok. Alors, moi, je voulais poser une question. En fait, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est le côté... Alors, je ne sais pas si le terme est bon, c'est l'historisation des données, ou en tout cas des fichiers. Parce que quand tu crées un fichier, quand tu vas l'éditer, tu peux choisir d'avoir un fichier à telle date et avoir besoin de garder les données de telle date. Et si je travaille sur une manière comme ça, fluide, où les données finalement vont être mises à jour en permanence, je ne pourrai pas retrouver mes données, ou en tout cas, je vais être obligé de travailler complètement d'une manière différente, qui ne va pas correspondre forcément à mes besoins, parce que je peux très bien avoir besoin de données dans un fichier Word qui n'a pas besoin d'être dynamique. Tu vois, alors que je serais obligé de passer sur un fichier Excel où je vais le mettre avec mon tableau où ça va être géré par année, par mois, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'ai besoin de pouvoir retourner là-dessus sur cette historisation, comment je fais avec ce système de fonctionnement? Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des réponses que Microsoft a pu donner par rapport à ça. Pour moi, ça reste deux choses relativement différentes. Tu as le projet que tu vas faire avec toute une équipe, où là, on va utiliser ce genre de choses. Et si tu travailles tout seul sur ton document, tu pourras faire encore un document fixe, Word à l'ancienne, pour moi. J'ai l'impression que, si je comprends bien la façon dont ça fonctionne, si on sépare les données et le document, pour ce que veut faire Guillaume, j'ai l'impression que tu pourras juste reprendre les données en question, les mettre dans un document. Et il faut vraiment en fait séparer la donnée. Il faut imaginer le document comme une feuille de papier, et les morceaux de données comme des images que tu as découpées. Et tu peux aller les coller dans un document. Et du coup, à partir de là, le document, tu as tout ce que tu retrouves aujourd'hui dans un document classique d'historisation, etc. À partir du moment où tu as collé la donnée comme ça dans ton document. C'est des sortes de fenêtres, en fait. Des fenêtres vers les documents. Ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où tu l'as collé dans un document, le document devient le cadre un peu. J'ai l'impression, si on imaginait la donnée, tu la prends de ton mail, tu la colles dans un document Word,
le document Word, tu l'enregistres en .docx, là, ça devient quelque chose de plus statique, même si peut-être en ligne, la donnée pourrait encore être mode tel que tu imagines, en tout cas, le document, tu pourras en garder une version hors ligne, entre guillemets, j'ai l'impression. D'accord. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. J'espère, parce que je pense que tous les cas d'usage vont être nécessaires, que ce soit des données qui soient mises à jour en temps réel ou des données qui vont rester statiques parce que il n'y a pas besoin de les mettre à jour, quoi. Ou qu'on veut tout simplement les garder pour un historique. Moi, un truc que j'ai trouvé intéressant quand même, qui était rapidement mentionné dans les nouveautés, là je suis en train de découvrir, c'est aussi le support des mentions. C'est un peu bête, mais c'est quand on travaille dans du collaboratif. Moi, ça m'arrive de plus en plus souvent, même dans des mails, de vouloir faire un @ avec le nom de la personne qui travaille dans mon entreprise. Je ne me rappelle pas forcément précisément de son adresse mail, je n'ai pas forcément envie de le rajouter en CC, tu vois. Je veux juste directement dans ma phrase dire il ne faudra pas oublier d'envoyer ça à Guillaume. Et en fait, les documents vont, enfin là, tous les documents dans Fluent et compagnie vont pouvoir, dans Fluid, pardon, vont pouvoir gérer ces mentions. Justement, tu vas pouvoir facilement appeler quelqu'un qui du coup viendra pouvoir collaborer sur le document sans avoir à passer peut-être dans des menus, invitations, liens et rentrer l'adresse mail complète de la personne. Le service, c'est déjà, quand tu es en train de taper dans ton document, quelles sont tes relations avec les gens et ils ont déjà entre guillemets, ton carnet d'adresse, quoi. Oui, parce que ça va être lié, j'imagine, à l'organisation si tu utilises un compte professionnel pour Microsoft 365. Ouais. Florian, est-ce qu'on repart un petit peu sur Teams? Parce qu'il me semble qu'on s'est arrêté avant que tu finisses la partie sur Teams. Oui. Donc, je pense qu'il y a pas mal au niveau des applications aussi intégrées à Teams et puis peut-être son avenir. Ben oui, Microsoft a également annoncé qu'ils allaient beaucoup miser sur Teams à l'avenir. Ils ont dit que le but était à terme de faire de Teams quasiment un Windows pour le travail. C'est-à-dire que Teams est disponible pour toutes les plateformes. Les développeurs peuvent développer aujourd'hui des applications pour Teams en .NET ou en web, les intégrer directement au canaux interne de Teams avec des façons de communiquer entre les applications Teams les unes avec les autres. Et donc, Teams, le but est que Teams devienne vraiment bien plus juste une application de communication comme on avait avant avec Lync ou Skype for Business. Ils veulent vraiment que Teams soit un écosystème de travail, que tu puisses lancer Teams et faire quasiment toute ta journée de travail sur Teams. Oui, mais tu peux quasiment maintenant déjà. Donc Teams, ça devient un vrai écosystème de productivité au travail. Alors, moi, je sais que dans l'éducation, la version de Teams Éducation permet déjà plein de choses comme ça. Tu as un système de distribution des devoirs. L'enfant, il se connecte à son groupe, il a les devoirs qui apparaissent, il va remplir. Tu peux associer des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, des fichiers des OneNote carrément. Et tout s'ouvre à l'intérieur de Teams, ce qui fait que tu peux imaginer une session, le gamin se log, ça ouvre son Teams, ça n'ouvre que Teams. Et donc, tu peux dire qu'au niveau sécurité, au moins, tu es sur quelque chose d'assez cadré. Si ça a été bien pensé, si Teams est quand même, je pense, sécurisé, finalement, la personne qui va utiliser Teams va être relativement protégée. Alors, pour une utilisation professionnelle ou en éducation, je vois bien l'intérêt. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des gens qui vont tiquer s'ils ne peuvent pas sortir de Teams. Ça, vous me direz, vous, parce que moi, je ne suis pas soumis à ce genre de truc. Mais après, au niveau personnel, je ne sais pas, parce que Teams s'ouvre au grand public. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, je pense, actuellement pour le grand public. Peut-être Florian ou Cassim. Microsoft a annoncé qu'on a tous des équipes à tous les niveaux, même dans la vie personnelle. Il dit l'équipe de football, l'association de quartier. Il dit la famille, c'est une équipe. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Ce sera américain, ça, je trouve. Oui, je pense aussi, ouais. Je sais. Et d'ailleurs, également, ils ont annoncé qu'il y a des gens qui ont dit ouais, mais alors Skype. Et ils ont dit pour l'instant, Skype continuera d'évoluer, un peu comme souviens en 2014, Windows Phone continuait d'évoluer malgré le fait qu'il n'y avait plus rien dessus. C'était un peu pareil. Il y a eu des mises à jour vides jusqu'en quoi? C'était début 2019 ou début 2020? Ouais. On a eu une dernière récemment, je crois encore, de petits patchs de sécurité. Mais bon, bref, oui, non, clairement. Ouais. Mais Teams, c'est intéressant quand même comme approche. C'est quand même un des meilleurs services que Microsoft a lancé ces dernières années et qui a vraiment réussi à. C'est une des rares fois où Microsoft n'est pas premier sur le marché, enfin en termes historiques, n'est pas arrivé en premier dessus. C'est Slack qui a créé la mode, entre guillemets, et ils sont arrivés après et ils ont réussi à rattraper le truc et à devenir plus ou moins, enfin aujourd'hui ils sont plus ou moins leaders, ou en tout cas ils sont en bonne situation.
C'est pas du tout le cas comme c'était, par exemple, je sais pas moi, avec Windows Phone, ou justement, ou le service de musique, ou des trucs comme ça, où on les accusait d'être arrivés après, trop tard, trop petit, trop tard, quoi. Là, avec Microsoft Teams, ils ont fait le boulot, et justement, et pour le coup, c'est plutôt un succès de leur part. Et j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment, je trouve qu'ils arrivent à apporter régulièrement des nouveautés qui sont intéressantes. Ça va dans le bon sens, quoi. J'ai pas l'impression que Teams, je dirais pas forcément tout le temps la même chose de Windows 10 ou d'autres produits de Microsoft. Là, Teams, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout le. C'est un peu comme Xbox en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont le budget et qu'ils peuvent aller vite dans le développement et qu'ils peuvent évoluer rapidement avec des bonnes fonctions que les gens attendent. Alors moi, justement, pour compléter ce que tu disais, Cassim, je trouve qu'ils ont sûrement réussi à être là où ils en sont avec Teams, justement parce qu'ils ne se sont pas contentés de faire comme les autres. Oui. Tu vois, comme Slack, par exemple, effectivement, au niveau communication écrite, je trouve que Teams est largement en deçà de ce que fait Slack. Nous, on le voit au quotidien, on utilise Slack pour l'association, pour tous les camarades là qui discutent avec nous, alors que Teams a une foule de fonctionnalités qu'on pourrait utiliser que n'a pas Slack. Oui, mais par la partie de chat, effectivement, elle est un peu... Ah oui, voilà. Mais c'est vrai, Microsoft a réussi à mettre tellement dans Teams que pour les entreprises, je pense que ça répond à tellement de besoins au même endroit que ça doit être, pour les IT, ça doit être quand même vachement pratique de déployer Teams et pas une multitude de solutions. Florian, tu voulais réagir? Non, je disais juste que c'est pas le même but aussi. Je vois bien parce que Google Meet prend un peu la même, qu'on utilise nous au boulot, ça prend la même logique que Teams pour le chat et c'est vraiment chaque petit chat est un sujet de conversation que tu sépares. Tu n'as pas de conversation permanente, un peu comme on a sur Slack. C'est des buts d'avoir des mini-tickets sur un sujet, de travailler ensemble avec des gens et tu suis les petites parties de conversation que tu veux, mais pas toutes. Tu vois, c'est pas la même idée. C'est vraiment un travail, par équipe. C'est vraiment l'équipe qui travaille sur tel projet va avoir sa discussion. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que, Florian, tu veux terminer sur Teams? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Il me semblait que tu voulais parler de Link, Skype for Business, ce genre de petits trucs. Bon, on en a déjà parlé. Ouais, d'accord. Bon, écoute. Dernier truc que je peux dire éventuellement, c'est que moi, pour utiliser à la fois Teams et Google Meet tous les jours, je trouve que quand même, ils sont bien en avance. Ils ont pas mal de fonctionnalités que Google n'a pas encore. Et c'est quand même assez... la seule fonction de Google Meet que j'utilise, c'est la visioconférence qui est très simpliste, enfin très... voilà. Mais qui marche bien, qui a un bon débit, etc. Mais c'est vraiment la seule fonction que j'utilise de ce service. Je sais même pas qu'il y a d'autres trucs pour par exemple, tu vois ici, tu te connectes avec plusieurs appareils en même temps. Teams, c'est faire le lien sur ton compte. Meet, c'est pas faire ça. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont encore un petit peu... Ou bien tout bête, si tu essaies de partager un PowerPoint, tu peux l'intégrer directement dans Teams pour partager. Google, pour partager un Google Slide, il faut partager son écran. Tu vois, c'est un peu moins... c'est encore un petit peu plus... On voit que Microsoft a encore un peu d'avance là-dessus. Ouais, un petit peu moins avancé. Ok, écoute, merci Florian pour avoir amené ce sujet. Moi, je vous propose de passer tout simplement aux news et rumeurs à propos de Microsoft. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de matériel et on va parler du Duo, le nouvel appareil de Microsoft qui devrait sortir pour remplacer votre smartphone d'ici à la fin de l'année. Ce Duo, Cassim, va avoir droit à un stylet et Microsoft aimerait, je crois, que les utilisateurs puissent utiliser le plein potentiel de leur stylet sans aucune contrainte matérielle, mais ça, je crois qu'il y a le noyau Linux qui va un petit peu poser des problèmes pour quelque chose. Oui, du coup, ils ont l'intention de bien mettre intégrer le stylet du coup à l'expérience du Surface Duo. Le problème, c'est qu'évidemment, le Surface Duo tourne sous Android qui tourne sur un noyau Linux. Du coup, pour essayer d'améliorer tout ça, ils ont vraiment travaillé sur ce qu'ils proposaient déjà sur les autres produits Surface, mais pour l'intégrer directement au code source d'Android, au code source de Chromium pour la partie navigateur web, et essayer vraiment d'améliorer la situation qu'il y a sur Android. Il faut savoir que sur Android, à part Samsung, il n'y a pas grand monde qui prend en charge les stylets. La plupart du temps, c'est des stylets qui imitent le doigt et qui ne sont pas du tout précis. C'est pas des stylets. Tu sais comment Samsung fait? Samsung, pendant longtemps, faisait avec un support Wacom. Ils avaient un partenariat avec Wacom, c'est comme Surface pour les 2 premières générations. Puis après, il me semble que maintenant, ils utilisent leur propre technologie. En tout cas, le stylet est devenu Bluetooth et je crois que la technologie a un peu évolué. Il faudrait préciser. En tout cas, au début, c'était Wacom. Du coup. Là, on ne sait pas trop pour Surface, mais j'imagine qu'ils vont utiliser leur propre technologie, comme ils avaient racheté N-Trig.
Ouais. qui était qui est leur propre solution. Et comme de toute façon, Wacom n'aime pas trop que des marques utilisent. Ils aiment bien vendre leur solution, mais ils n'aiment pas trop non plus la vendre parce qu'après, ils ont peur que les gens. Que ça concurrence trop leurs produits internes de tablettes. Donc, Ouais. Après, sur smartphone, je suis pas sûr qu'ils aient de problème là-dessus, quoi. Je sais pas s'ils ont des devices Wacom. Oui, voilà. c'est leur façon de réfléchir, je ne sais ça. pas. Je peux te Autant, non, répondre. mais je peux comprendre sur PC Ouais, par bien rapport à sûr. une surface, je peux comprendre. Mais sur un smartphone, bon. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont continué à travailler pendant longtemps avec Samsung et je crois qu'ils continuent de travailler avec. Je crois que même Samsung a des parts de marché, des parts d'action dans Je sais Wacom. pas. D'accord. Bref, pour revenir à mes. Ouais. Oui, Florian? Il serait beaucoup plus petit comme stylet, j'imagine, que Oui, ils que sont- la surface actuelle. Parce que ça, Oui, si oui. j'imagine sur un téléphone, ça me paraît un peu grand. Oui, ils sont beaucoup plus petits. Notamment, et ils ont la particularité chez Samsung de pouvoir rentrer dans le téléphone pour être stocké, alors que chez Apple ou chez Microsoft, on a un bon gros stylet impossible à caser euh, dans le produit, quoi. Donc, d'ailleurs, normalement, j'imagine qu'ils ont prévu un nouveau stylet pour le Surface Duo, mais le stylet classique Surface devrait fonctionner, je pense, avec le Surface Duo, quoi, si tu en as déjà. Ça serait pas bête, ça. Si tu as déjà une surface, que tu puisses conserver ton stylet, l'avoir pour ton smartphone et ta surface, ça serait une bonne idée. Mais du si- coup, S'ils oui. vendent un stylet avec, ils vont faire un truc pour le mettre dedans, j'imagine. Ils vont le vendre avec le Mais par téléphone. exemple, j'imagine par exemple une housse, mais tu peux pas mettre le stylet. Il n'y a aucun endroit dans le téléphone pour ranger le stylet, quoi. Ou même le fixer à part un aimant, Ah, c'est etc. dommage, ça, ouais. Mais ça reste à déterminer. En tout cas, pour l'usage de stylet qu'ils ont prévu, ils veulent vraiment que tu puisses réduire la latence, enfin au minimum entre l'écriture. Ils veulent vraiment améliorer l'expérience, l'expérience d'écriture, quoi. Après, il faudra vraiment attendre d'être plus proche du lancement pour en savoir plus, quoi. Mais effectivement, un des soucis qu'ils ont rencontré, c'est actuellement avec le noyau Linux qui est utilisé sur Android, ils peuvent pas gérer l'inclinaison du stylet comme ils veulent. C'est important pour le côté dessin de pouvoir incliner le stylet. Ça fait partie des trucs qu'ils n'ont pas pu encore intégrer, mais bon, et après je pense qu'ils travaillent encore le sujet. Et ça me semble pas non plus impossible de proposer une mise à jour le noyau Linux étant open source, ça ne me paraît pas impossible de proposer une mise à jour qui arrivera à terme. Peut-être que ça n'arrivera pas pour le lancement du produit, ça je ne sais pas. Mais à mon avis, voilà, ils vont continuer à bosser sur le sujet, quoi. Cassim, il me semble que Microsoft a déjà envoyé pas mal de nouvelles mises à jour dans le code source d'Android, justement, par rapport à ce stylet, hein. Ils ont déjà quand même pas mal participé, hein. Oui, non, mais c'est ça. Et de toute façon, tous les projets qu'ils ont rejoints un peu, que ce soit Android ou Chromium pour Edge, ils participent énormément après au code source pour essayer de proposer des améliorations. Leur but étant de toute façon de proposer la meilleure expérience sur leur appareil. Et après que je pense pour moi leur but à la fin, c'est si les gens utilisent Chrome dans le cas des navigateurs, c'est mieux s'ils ont une meilleure expérience sur Windows. Donc autant proposer dans le code source les adaptations qui vont bien. Et pour le stylet, là, évidemment, ils vont pouvoir mettre OneNote et compagnie en avant. Et évidemment, si l'expérience derrière elle est meilleure à venir sur les Galaxy Note, par exemple, ou sur d'autres appareils avec des stylets, c'est tout bénéf pour eux, parce que ça fera probablement plus d'utilisateurs de OneNote, quoi. Évidemment. Ok, merci beaucoup Cassim pour cette partie sur le stylet pour le Surface Duo. J'allais dire Neo, non, le Neo pas encore. Pour continuer, on va parler de l'appareil qui a été présenté par Panos Panay il y a quelque temps lors alors pas d'une conférence, mais d'une présentation des nouvelles générations de matériel Surface. C'est la Surface Go 2 qui arrive en promotion. Alors je ne sais plus chez qui, Cassim, c'est Amazon, c'est la Fnac, je ne sais plus. Bref, la Surface à 128 Go de stockage, la Surface Go 2, n'est plus qu'à, alors je le mets entre guillemets, n'est plus qu'à 569 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait 80 € de réduction à peu près sur la Surface, qui reste quand même un appareil qui est fort sympa, cette Surface Go 2. Oui, c'est ça. Alors, tu vas pas le croire, celui qui fait la promotion, c'est Google. Non. Alors le vrai vendeur derrière, c'est Darty. Mais Google, aujourd'hui, ils ont une plateforme d'achat depuis quelques mois qui s'appelle Google Shopping. C'est là où avant, tu faisais simplement des comparatifs de prix. Maintenant, tu peux directement acheter dessus.
en utilisant ton compte Google, ça passe après par Darty. Et comme ils aiment bien être agressifs sur le marché et essayer de gagner cette habitude des gens de passer par Google Shopping, ils font des promos sur les produits pour que les gens passent par Google Shopping plutôt que Darty. Et donc là, en l'occurrence, pour les French Days, je crois que c'est ça le nom de l'app. Ouais, c'est les soldes qu'il y a cette semaine. La Surface Go 2, effectivement, elle est en promotion, donc c'est un produit Microsoft, mais c'est comme ça. Donc c'est le modèle 128 Go et il y a quand même, c'est quand même 100, ah non, pardon, c'est 10% de réduction jusqu'à 100 €, mais comme tu l'as dit, du coup, sur le prix de la Surface, ça fait environ 80 €. Mais quelque chose comme ça. Quel avantage on a à passer sur Google Shopping? Une fois que c'était un problème au service après-vente, tu passes par Darty ou Google après? Comment ça marche le truc-là? C'est une très bonne question. Je crois que tu passes. Alors, tu peux passer par Microsoft directement dans le cas de la Surface. Si d'une manière générale tu parles du service, je crois que tu peux passer par les trois en réalité. Mais je crois que ton commerçant vraiment de contact, c'est Google en l'occurrence, qui a, il me semble, un plutôt bon service après-vente comme celui de Surface. Alors, Surface, il ne faudra pas dire ça à Florian ici présent parce que je ne suis pas sûr que Florian soit toujours ravi du SAV Surface. Mais c'est une autre histoire. Bon, en fait, ça dépend. Le SAV Surface peut être très bon comme très mauvais. C'est juste le. C'est typique Microsoft. Si tu tombes dans une case qui n'est pas prévue, t'es foutu. Mais ça, dans 99% du temps, ça marche, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, c'est leur service le service de Google qui propose une promotion sur la Surface Go 2. Et ce qui est intéressant, vu qu'elle vient de sortir, c'est normal parce que, enfin, c'est normal. C'est pas forcément totalement normal, mais c'est une promotion qui est valable, je crois, sur toute la boutique pendant les French Days. Il se trouve qu'elle est valable sur la Surface Go 2, mais ça explique un peu cette promotion alors que le produit vient de sortir, quoi. Mais du coup, c'est tout bénef, quoi. Ok, merci Cassim. Bon, on va pas non plus faire des tonnes là-dessus. Moi, je vous propose de continuer avec une annonce sur laquelle on va peut-être pas en faire des tonnes, mais il y aura peut-être quelques remarques à faire. C'est la sortie, je vous en avais parlé, de Windows 10 version avril 2004, donc la 20.04. Oui, on arrive à la fin du mois. 2020, avril 2020. Ah, oui. Merci, 2004. Oui, non, j'ai quelques années de retard. Je pense que ça va le faire à tout le monde. Hein. Ouais, ça va le faire. Ouais, ok. Allez, donc on enchaîne avril 2020. Et il semblerait que malgré ce déploiement qui commence aujourd'hui, ce soit pas pour tout le monde, Cassim. Il y a quand même des restrictions et la liste est longue. C'est ça. Alors, ils ont annoncé le lancement des déploiements. Alors, comme d'habitude, avec les déploiements de mise à jour, enfin, comme depuis quelques mises à jour, c'est un déploiement très progressif où Microsoft, au fur et à mesure des mois, va le proposer petit à petit sur les machines. Si vous voulez passer et l'installer tout de suite, il faut aller dans Windows Update et faire une recherche de mise à jour. Et là, vous allez en fait demander à Microsoft d'installer très rapidement la mise à jour, s'il vous plaît. Et donc, on va se transformer en Seekers, c'est le nom qu'ils donnent à ces gens-là. Et donc, on va pouvoir aller télécharger la mise à jour si Microsoft estime que votre ordinateur est éligible à recevoir la mise à jour, est compatible et il n'y aura pas trop de bugs potentiels. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi, depuis ce matin, par exemple, si je fais rechercher la mise à jour, il ne me trouve aucune mise à jour disponible. Donc tu n'es pas en release preview, bien sûr. Je ne suis pas en release preview et j'ai pas la version 20.04 d'installer. Donc voilà. La raison, donc, c'est que, effectivement, comme tu le disais, il y a, je viens de vérifier, du coup, tu mettais le doute, je sais bien en 19.09. Donc, je ne peux pas installer la version 20.04 parce qu'il y a probablement un des nombreux bugs encore présents dans l'OS qui rend le truc incompatible d'après Microsoft. Et il y a Microsoft. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une documentation en ligne maintenant qui est plutôt bien faite, avec un lien qui amène à une longue liste des problèmes connus. Et selon les problèmes, des fois, ils sont en train déjà d'investiguer le problème. Des fois, il est déjà prévu pour être résolu, par exemple, à la mi-juin, mi-juillet. Et on trouve quand même des problèmes du style, il peut y avoir des erreurs en branchant ou en débranchant un dock Thunderbolt, par exemple, ce qui est quand même très utilisé de nos jours. Il y a des difficultés à se connecter à plus d'un seul appareil Bluetooth à la fois sur tous les appareils qui ont une puce Realtek, qui est quand même le fabricant majoritaire. Le gros fabricant. Oui, c'est genre 80% du marché, je pense, à mon avis, à vue d'œil, quoi. Ouais, à la louche. En tout cas, tu le retrouves énormément. Oh oui. Realtek. Donc, il y a un problème avec le Bluetooth chez Realtek. Et encore pire, c'est le erreur ou des redémarrages intempestifs pour les appareils compatibles Always On ou Always Connected. C'est le cas de toute la gamme Surface. Aïe. Ah ouais, ça déconne là.
Enfin, c'est potentiel. Hein. Oui, potentiel. Oui, bien sûr. Mais ça ne fait pas pour tout le monde. Mais à cause de ce potentiel, je pense que du coup, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de produits Surface qui refusent d'installer pour l'instant la mise à jour ou de la voir, parce que, si ce n'était pas tous, parce que, à mon avis, Microsoft est bien conscient qu'il y a ce problème-là, ils freinent, quoi. Alors celui-là, il me semble que, si je ne m'abuse... Alors celui-là, il est juste en cours de... Non, c'est bien... Oui, pardon. Donc c'est bien le problème Always On, Always Connected qui est pour une résolution mi-juin. Donc à partir de la mi-juin, ça se pourrait que les produits Surface commencent à recevoir la mise à jour. Il y a aussi des problèmes avec les anciens pilotes NVIDIA. Donc veillez peut-être à mettre à jour vos pilotes NVIDIA avant de tester la recherche de mise à jour. Et dernier problème, il y a certaines applications et jeux qui utilisent le Game Input Redistribuable qui peuvent ne plus du tout être compatibles avec votre souris. Alors, je ne sais pas quelle API exactement c'est, combien le jeu utilise et combien d'applications utilisent cette API, mais ce serait quand même un peu dommage d'installer la mise à jour et d'un coup d'avoir des jeux et des applications qui n'utilisent même plus ta souris. Voilà. Mais c'est quand même pas mal de petits bugs comme ça qui peuvent être, je pense, assez fâcheux, quoi. Alors, oui, par contre, moi, ce que tu annonces, Cassim, ça me fait penser un petit peu aux médicaments avec la liste des effets secondaires attendus auxquels on peut s'attendre. Et tu verras que après, enfin, je crois que maintenant sur les médicaments, ils te disent que ces effets secondaires se voient sur une personne sur 1000, une sur 10 000, une sur 100 000. Tu as un taux à peu près de fréquence, enfin, tu as la fréquence qui est à peu près donnée. Moi, j'avoue, j'ai 2 machines perso ici que moi je gère. J'ai 6-7 machines au boulot que je gère aussi. Et actuellement, j'ai une fois, mais encore parce que j'étais en insider slowing, où j'ai été obligé de réinitialiser complètement ma machine. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le moindre bug. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Ça me fait 9 machines à gérer. Soit je ne les vois pas tout de suite, les mises à jour, soit je les force un peu, mais j'ai jamais eu de souci derrière. Alors là, dans le chat, on a Guillaume qui nous disait qu'il avait, sur 3 machines, il n'y en a qu'une qui a chopé la mise à jour, et pourtant il a un disque eMMC, et pourtant il a mis 2 heures pour quitter le 0% de l'installation. Je trouve que ça fait un petit peu long. Moi, la dernière mise à jour, elle a vraiment pas mis longtemps, pourtant. Ça dépend de ta tolérance au bug, en fait. Parce que, je veux dire, ce que tu considères un bug, enfin, il y a des trucs que toi, tu ne considérais pas comme un bug, mais il serait très bloquant pour quelqu'un un peu moins... On a quand même eu des mises à jour récemment où c'était quand même quelque chose que les gens, à peu près tout le monde considérait comme des bugs, c'est-à-dire des redémarrages intempestifs ou des suppressions de disques durs ou des trucs un peu dans le genre là. Ouais, mais c'est assez violent, c'est clair. Oui. Après, bon, là, je pense qu'ils prennent aucun risque. Hein. Ils vont l'attendre d'être sûrs qu'il n'y aura pas de problème, et donc, au moindre petit risque, ils vont attendre. De toute façon, honnêtement, les gens, ils s'en foutent. Hein. La plupart des gens, ils s'en foutent d'avoir leur mise à jour 2004 maintenant ou dans 3 semaines. Hein. C'est ça. Puis, il n'y a quand même pas grand-chose de révolutionnaire dans la version 2004. Ils ont annoncé le nouveau Cortana qui ne fonctionne pas. Oui, mais ça... Le Cortana qui est tout cassé. Adieu, Cortana. Mais oui, il n'y a pas grand-chose d'incroyablement bluffant dans cette mise à jour. Donc ils prendront leur temps, clairement. Et je pense que la situation sanitaire mondiale ne doit pas aider non plus au déploiement et à la mise à jour de l'OS en ce moment. Et je pense qu'ils ne veulent pas prendre de risque aussi d'avoir, alors qu'il y a encore pas mal de monde qui fait du télétravail, de prendre le risque de balancer une mise à jour qui pourrait faire péter des PC. Quoi. Ouais. C'est bien vu, ça, Cassim, aussi. Alors, moi, je vous propose de laisser le déploiement à Microsoft, à eux de gérer. On verra ce qu'il en est d'ici une semaine ou plus, d'ailleurs. Par contre, on va peut-être parler d'une histoire, d'une sale histoire, j'aurais envie de dire, parce que ça semble quand même un coup un petit peu pourri. Je dirais bien notre mot même, ça serait un petit peu vulgaire. Est-ce que, Florian, tu pourrais nous parler d'un petit coup de traître, là, qui semble avoir eu lieu chez Microsoft? Alors, on a eu qu'un son de cloche, pour l'instant. Donc, je garde un petit peu mes distances avec... Enfin, mais au premier abord, quand même, on peut dire, aïe, c'est mauvais. On n'a pas le côté Microsoft de l'histoire. Non, on n'a pas le côté Microsoft. Peut-être qu'on l'aura. Peut-être. Peut-être jamais. Alors, il y a eu des mises à jour quand même, mais vas-y, il y a eu des petites updates aujourd'hui sur ça. Mais vas-y. J'ai vu tout à l'heure. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'appelle Kevin Beggy, qui, il y a quelques années, il avait fait un petit post sur Medium pour dire qu'il trouvait que Chocolaté, à l'époque le package manager le plus utilisé de Microsoft, n'était pas très bien fait au final. Il pensait qu'il y avait une meilleure façon de faire un gestionnaire de paquets pour Windows. Et donc, il s'était dit qu'il allait faire lui-même son gestionnaire de paquets. Il avait fait un truc qui s'appelait AppGet. Alors, mi-2019, Microsoft l'a appelé pour lui dire qu'il trouvait son projet génial, qu'ils sont intéressés par l'aider, voir ce qu'ils peuvent changer dans Windows pour pouvoir améliorer AppGet. Il a fait pas mal de réunions avec eux.
Et au final, de fil en aiguille, on lui a proposé qu'AppGet devienne un peu un projet officiel Microsoft, que lui, il rejoigne Microsoft et devienne un peu le projet manager de AppGet. Alors, il a été faire quelques interviews à Seattle en décembre 2019 pour parler un peu de son futur poste, d'AppGet, d'intégration de AppGet dans Windows. Et puis après, une fois rentré chez lui, c'était un peu silence radio. Et quelques jours avant la bulle de cette année, donc il y a 2-3 semaines, on l'a contacté pour lui dire que désolé que ça n'a pas pu fonctionner, mais qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes leur propre gestionnaire de paquets, donc Winget. Et lors de l'annonce de Winget, ils ont publié sur GitHub les sources. Et il a découvert qu'en fait, ils sont, ce qu'il dit, puisque lui, il l'écrit comme ça dans son post, il écrit qu'ils sont très inspirés. D'autres ont été jusqu'à dire que c'est quasiment du copier-coller. Bon, j'ai pas été vérifié en détail, hein. Mais que donc Microsoft a repris en gros toutes ces idées, tous ces concepts d'AppGet pour faire Winget sans lui. Bon, après, c'est entièrement légal vu que c'était un projet open source, hein, ils peuvent le reprendre, il n'y a pas de problème. Mais si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est pas très classe. Enfin, c'est pas sympa. Non. Alors, Cassim, tu disais qu'il y avait eu des rebondissements aujourd'hui, là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, déjà, il dit en conclusion d'un peu de son papier qu'il n'est pas non plus mauvais joueur dans le sens où effectivement il dit déjà oui montrer qu'il était open source, puis en plus le but à la fin c'était d'avoir un bon gestionnaire de paquets, et visiblement Windows va avoir un bon gestionnaire de paquets, donc l'un dans l'autre finalement c'était quand même voilà. Mais pour revenir sur le côté pourri de l'histoire, donc il y a Tom Warren qui a fait un article sur The Verge aujourd'hui pour parler de cette affaire là justement. Et du coup, The Verge oblige, t'as Microsoft qui a tout de suite réagi pour un peu, enfin, l'info a un peu pris plus de poids que quand c'était juste un article Medium un peu perdu dans son coin. Et du coup, Microsoft a réagi en expliquant que, donc pour l'instant ils savent pas, hein, bien sûr, mais ils vont regarder ce qui s'est passé exactement, c'est quoi les circonstances, pourquoi ce candidat, du coup, enfin, pourquoi ça n'a pas marché son recrutement chez Microsoft et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce projet, quoi. Donc, surtout que le post-Medium en plus cite quand même explicitement des noms, en tout cas le nom de son interlocuteur chez Microsoft, dont là j'ai plus le nom en tête, mais Andrew. Oui, peu importe. Mais il le cite explicitement, donc ça va pas être très compliqué pour Microsoft de faire une enquête sur le sujet, je pense. Non, c'est clair. Et donc on verra ce que ça donne. Je pense que si Microsoft n'est pas trop bête, s'ils voient qu'ils ont effectivement merdé sur ce coup-là, ils recruteront vite fait. Je pense que le recrutement d'une personne à l'échelle de Microsoft, c'est pas la dépense du siècle. Donc s'il y a besoin de dire on s'excuse, on a mal. Il y a eu un problème, erreur de communication, vous inquiétez pas, on le recrute. Et d'ailleurs, il va travailler dessus. Si le mec veut toujours. Oui. Mais bref, en tout cas, à suivre, quoi. Mais en tout cas, Microsoft a déjà commencé à réagir en disant qu'ils allaient voir. Ça m'étonnerait qu'ils disent. Enfin, je pense pas qu'ils vont commencer à faire un procès au monsieur, quoi. Non, il y a peu de chance. Le gros souci de cette affaire-là, c'est aussi une question d'image, parce que ça a beaucoup ravivé cette problème d'image de Microsoft, notamment dans le monde du libre, où beaucoup de monde disait déjà depuis des années que quand tu fais un projet libre pour Microsoft, pour .NET, pour Windows, s'il est assez populaire, s'il est bien, Microsoft va finir par le copier et écraser le tien en l'intégrant directement en officiel. Et ça, j'ai déjà vu des blogs Medium depuis quelques années où des gens disaient qu'ils n'osaient pas trop faire du projet pour Microsoft, parce qu'ils avaient peur de ça, et c'était déjà arrivé pour certains composants .NET. Et donc, ça fait un peu... Ça aide pas à créer une communauté saine. Ouais, c'est pas très sain, ouais. Tu sais pas où tu vas, ouais. Après, c'est aussi un truc, c'est pas propre à Microsoft en plus cette situation. Après, Microsoft, ils ont un historique là, en plus, effectivement, de relations avec l'open source sulfureuse, où les fans de l'open source, vraiment, du milieu open source, des fois, ont encore des mauvaises réactions vis-à-vis de Microsoft par rapport à genre Steve Ballmer qui insultait Linux, etc. Bon, bref, de l'époque, quoi. Donc, effectivement, il y a un passif, mais tu as d'autres entreprises, genre Apple et Google, pour pas les citer, qui sont aussi un peu habitués du fait de virer une application de l'App Store où tu découvres 6 mois après que finalement la fonction elle a été intégrée à iOS, ou des trucs un peu comme ça, un petit peu pas forcément toujours très très correct comme façon d'agir.
Après, là, j'ai rarement vu un exemple aussi probant, enfin qui a l'air en tout cas probant, on verra ce qu'il en est exactement. Mais là, clairement, ça sonne, enfin, il n'a pas l'air de vraiment cacher son jeu, le monsieur sur Medium. Donc, on verra. Hein. Ça se trouve, c'est un énorme mensonge où le mec survend un peu son produit. Voilà. Mais bon, on verra bien. Ouais. On verra, ça marche. Allez, moi je vous propose d'enchaîner, que le temps passe et on va parler café, Florian, c'est ça? Non, le projet Mocha, qu'est-ce que c'est le projet Mocha? Oh, c'est juste très très rapide. C'est juste que Alors vas-y, je compte sur toi. Ce matin, en connectant sur Outlook.com, j'ai eu une petite pop-up qui me disait voulez-vous tester Projet Mocha Beta? Moi j'ai fait oui. Voilà. Comme d'habitude. Et donc voilà, et donc c'est un petit, c'est l'équivalent de Trello, je sais pas si vous connaissez, de Microsoft. Oui. Gestionnaire de projet, ouais. Oui, le gestionnaire de projet, voilà, c'est exactement ça. C'est un gestionnaire de projet intégré à Outlook. On a une page entière où j'ai mis un tweet, si vous voulez voir sur Twitter. Et donc, ça permet de créer des projets, gérer des tâches. On peut synchroniser nos tâches avec des autres contacts Outlook. Puis on peut lier des emails Outlook, lier des tâches qui sont dans To-Do, mettre des étapes à atteindre, des dates, des deadlines. Bref, c'est un Trello de Microsoft. Quoi. Voilà. Ok. Super, merci Florian. Et attends, ce qui est intéressant également, c'est que c'est dispo sur mon compte perso. Pas mon compte D'accord. pro. D'accord. Donc lancez tous votre Outlook.com et vous verrez bien si vous avez Mocha qui est disponible. Voilà. Mocha, M-O-C-A. Et donc le nom final, ce sera Outlook Space. Bon. Autre chose, Florian, à rajouter ou je peux lancer la suite? Bon, je sais pas, on va voir. C'est sûr. Mais je suis allez. sûr. Bon, allez, moi je vous propose de clôturer la partie news et de passer à la partie jeux et Xbox. Cassim, pour commencer, je crois qu'on va parler SSD, on va parler rapidité d'écriture, vitesse d'écriture, et il semblerait que PlayStation 5 et Xbox Series X jouent à qui a la plus grosse, mais que finalement, c'est peut-être pas si important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Moi, je vois qu'on m'a pas demandé mon avis sur Projet Mocha, mais bon, ok. Du coup, je plaisante. Tu disais pour rire, Guillaume. Bref, sur le SSD, du coup, comme tu dis, effectivement, c'est pas forcément... un peu comme les teraflops sont pas forcément toujours le chiffre à retenir. De la même façon, les gigaoctets, c'est pas forcément toujours, par seconde, c'est pas toujours le chiffre à retenir absolu comme ça et qui voudrait tout dire. Donc en matière de SSD, donc on sait que la prochaine Xbox et la PlayStation 5 vont l'intégrer, que celui de la PlayStation 5 il est en théorie 2 fois plus rapide que celui de la Xbox. C'est ça. Sur le papier, enfin même ce sera le cas probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft en a dit un peu plus sur ce qu'ils appellent la Xbox Velocity Architecture. Donc c'est un peu ce qui va au-delà du SSD, c'est toute l'architecture de la Xbox autour du stockage, quoi. Donc ça intègre donc le SSD en lui-même qui va, je crois, à 4,8 gigaoctets par seconde ou jusqu'à 9 gigaoctets quand on parle de... Non, pardon. C'est 2,4 gigaoctets par seconde et il passe à 4,8 gigaoctets par seconde sur Xbox si on parle de données compressées. Donc si on parle de données compressées, on peut en transférer plus rapidement. Et justement, déjà, le premier point à aborder, c'est cette compression des données. En fait, là, on parle de transférer donc, des données du SSD vers la mémoire vive de la console. Et dans le cas des jeux vidéo, il y a des données qu'on adore compresser. C'est par exemple les textures qui sont utilisées. Donc, c'est tous les aplats, les textures, quoi. Les textures sont tout le temps facilement compressables, en fait. C'est des images. Et donc, on va les transférer en RAM. Et il y a une partie dédiée dans la Xbox Series X qui va être capable de décompresser à la volée les données pour les mettre dans la RAM. Et là, c'est une puce carrément. Hein. C'est pas le processeur, c'est pas le GPU, c'est vraiment une puce dédiée qui va faire le boulot là, de décompression. Qui du coup libère complètement le processeur et le GPU qui n'auront pas du tout ça à gérer. Là, il y a une puce dédiée qui est équivalent à quelques cœurs AMD d'un processeur central, donc c'est quand même loin de... C'est pas rien. C'est pas rien en termes de puissance économisée sur le processeur, quoi. Mais c'est pas encore le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment le Sampler Feedback Streaming, qui est une technologie qui a été développée par Microsoft, qui est brevetée
et qui, là encore, utilise du hardware très spécifique, à la fois dans la puce graphique et en général dans la console, en plus d'une couche logicielle. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sony et Microsoft, ils ont un peu deux approches différentes de à quoi ça va servir le SSD. Et que là où Sony, ils sont allés en mode un peu brutasse, en se disant, on va faire exactement ce qu'on fait actuellement. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que vous avez un long temps de chargement, vous transférez toutes les données du disque dur dans la RAM, vous remplissez les 8 Go de RAM, et vous avez prévu à peu près les 30 prochaines secondes de gameplay, et on va faire comme ça. Ils se sont dit, ok, ça c'est le fonctionnement actuel, on va passer sur un SSD super rapide, et du coup, au lieu d'avoir un temps de chargement, au lieu de prendre autant de temps, on va faire ça en l'espace de 2 secondes, tellement notre SSD est rapide, et on va tout transférer comme ça, et on va le faire en l'espace de 2 secondes, et ça va nous permettre d'avoir seulement 1 seconde d'avance de gameplay à transférer dans la RAM, et en gros, du coup, on peut mettre des données beaucoup plus grosses dans la RAM, puisque vous avez vraiment besoin d'avoir que ce qui est dans votre champ de vision immédiat, devant vous en tant que joueur, puisque vous allez tout le temps pouvoir transférer rapidement des données depuis le SSD, en fait. Ah ouais. Ça va jusque-là, c'est clair? Donc C'est clair. l'idée, c'est de faire des méga open world, en fait. Ouais, c'est ça, et que de pouvoir tout le temps en permanence streamer des données depuis le SSD sans temps de chargement et d'avoir des données super riches à l'écran, puisque tu as besoin à chaque fois que d'avoir que ce que tu vois immédiatement. Ça, c'est la technique Sony. Et la technique Microsoft, qui est un peu plus maligne, a priori, ils se sont rendus compte que les fichiers texture prenaient énormément de place. Par exemple, pour un jeu en 4K, ça prend jusqu'à 8 mégaoctets par texture. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'un petit pourcentage de ces textures qui étaient vraiment utilisées dans le jeu à l'instant T, puisque vous allez par exemple, je sais pas, imaginer un vase, vous allez voir que le côté d'un vase au moment où vous affichez le vase, en fait, sauf si vous tournez autour, quoi. Vous allez voir toujours qu'une partie du décor selon ce que vous voyez en face immédiatement. Et en fait, ils ont trouvé qu'ils pouvaient streamer qu'une partie des textures et faire ça à la volée de façon intelligente. Ils ont plusieurs niveaux de détail pour les textures qui vont gérer eux-mêmes de façon complètement à la fois hardware et logiciel, mais c'est complètement Microsoft qui gère ça. Et cette technologie-là, très concrètement, permet, d'après Microsoft, de multiplier par 2, voire par 3, à la fois la performance de transfert du SSD et en même temps, du coup, la quantité de choses qu'on peut mettre dans la RAM. Au lieu de mettre, je sais pas moi, 10 textures, je dis un chiffre au hasard, vu que vous allez mettre qu'une dizaine de pourcents de la texture, bah, vous allez pouvoir mettre 100 textures à la place. Vous allez prendre que 10% pour chaque texture. Et du coup, cette technologie-là, elle va être intégrée à la Xbox Series. Elle est vraiment exclusive à la console, on ne l'aura pas sur PC a priori, puisque c'est complètement du hardware custom. On dit souvent que les consoles maintenant c'est des PC. Là, on revient à la fois sur PlayStation 5 et sur Xbox Series vers des consoles basées sur le PC, parce que c'est AMD qui propose des trucs, mais avec vraiment des composants particuliers sur mesure pensés pour le jeu vidéo. Et là, par exemple, on a un exemple vraiment probant, parce que c'est complètement optimisé pour les transferts de textures et d'autres fichiers utilisés dans les jeux vidéo. À cela s'ajoutent 2 éléments sur lesquels je ne vais pas trop revenir aujourd'hui parce qu'ils n'en ont pas encore parlé énormément. C'est Direct Storage, qui est une API qui est partie de DirectX, qui est une nouvelle API de gestion des fichiers. C'est totalement nouveau, ils ne l'ont pas encore présenté. Et ça, par contre, ça arrivera bien sur PC. Ce sera commun à la fois aux jeux PC et aux jeux console. Et ils ont aussi un autre élément, c'est BCPack, qui est un nouveau élément de compression, un nouvel algorithme de compression en particulier pour les textures, qui a été développé par Microsoft et qui se veut plus optimisé que ce que Sony va proposer sur sa PlayStation 5. Eux, ils ont fait le choix de passer par Kraken, qui est un des leaders actuellement. Microsoft a développé sa propre solution. Ils auront aussi une compatibilité avec d'autres standards un peu plus classiques. Mais ils ont pris, Sony et Microsoft ont pris 2 approches différentes de normes de fichiers différents. Et en gros, Microsoft veut miser sur une compression aussi plus efficace. Tous ces éléments-là, la compression plus efficace, le streaming partiel de texture, le Direct Storage et le SSD, tous ces éléments-là, ça fait partie de la Xbox Velocity Architecture. Et donc tout ça, ça va permettre d'optimiser vraiment le temps de chargement, les données affichées, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus véloce. Donc ils ont l'air d'avoir quand même mis le paquet en termes technologiques, quoi.
Ok, merci beaucoup Cassim. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir les deux philosophies finalement de fonctionnement chez PlayStation et chez Microsoft, où on a vraiment deux manières de faire complètement différentes. Alors, on a toujours, en parlant de manière de faire différentes, je te propose de garder notre sujet numéro 2 de Xbox pour le mettre en 4e place. Et on va parler rétrocompatibilité, Cassim, parce qu'on sait que la Xbox One reprenait une grosse partie des jeux 360, quelques jeux de la Xbox première du nom. Et cette fois-ci, la Xbox Series X reprend tous les jeux de la One, les mêmes jeux de la 360 et au moins les mêmes jeux de la Xbox première du nom. Mais je crois qu'on en sait un petit peu plus et tu vas nous en parler tout simplement. Oui, alors ils ont fait un long papier sur leur site que je vais essayer de résumer succinctement. Alors déjà, je partirais du résumé que tu as donné en indiquant simplement qu'en plus de tout ce que tu as précisé, sur Xbox One X, il y avait la particularité que les jeux Xbox 360 s'affichaient de façon plus propre, plus belle. Oui. Sur certains jeux, notamment par exemple Red Dead Redemption, on avait le droit à une vraie version, alors j'allais dire HDifiée quoi, du jeu. C'est la meilleure version disponible actuellement. C'est la même chose par exemple pour Final Fantasy XIII. Et on avait presque l'impression d'avoir eu un remaster en fait sous les yeux tellement il y avait un gap de beauté entre les deux versions, alors que c'est le même jeu à la base, simplement parce que Microsoft avait développé des technologies d'amélioration automatique de l'affichage en fait. Et on va y revenir justement, ça va avoir une importance. Donc ils annoncent déjà, ils rappellent un peu tout ce travail qu'ils ont effectué, qui est quand même un temps fort. C'est important pour l'équipe Xbox parce que c'est le premier truc qu'ils ont annoncé qui a marqué un peu leur reconquête. C'était vraiment la première annonce sur cette génération où ils avaient gagné un temps fort face à Sony et où ils ont un peu eu l'impression de commencer un peu ce retour après cette traversée du désert, quoi. Donc c'est important pour eux. Et c'est vraiment un truc où ils ont commencé à se construire un leadership, et Sony actuellement, et on ne sait pas exactement leur plan en termes de rétrocompatibilité, et ils ont l'air de moins maîtriser la chose que Microsoft. Là, ils annoncent Microsoft avoir déjà passé plus de 100 000 heures de jeux sur Xbox Series X à tester des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox tout court pour être sûr que ça tourne bien. Et ils annoncent que ce chiffre passera à 200 000 d'ici le lancement, donc 200 000 heures de tests pour essayer de vérifier que le maximum du catalogue va bien tourner dès le premier jour. C'est énorme. Donc ça, c'est important. À titre de comparaison, chez Sony, pour l'instant, ils annoncent avoir juste pris les 100 jeux les plus populaires de la génération et en avoir testé et à promettre que la grande majorité devrait tourner dès le lancement sur PlayStation 5, mais ils sont beaucoup moins sur 2. Et ils sont encore moins sur 2 sur le reste du catalogue PlayStation 4, et on ne parle pas de PlayStation 3 ou d'autres consoles précédentes qui sont exclues pour l'instant de la rétrocompatibilité. Donc voilà, là par exemple, on a une différence assez marquante. Énorme. Alors, la chose qu'ils annoncent là pour l'Xbox Series X, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que déjà, les jeux vont tourner nativement avec la puissance de la Xbox Series X. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez un jeu qui sur Xbox One était vendu pour tourner en Full HD, mais en réalité avait affiché une définition un petit peu inférieure, ou par exemple devait tourner à 30 images par seconde, mais sur certaines scènes, des fois, ça passait à 20 images secondes parce qu'il y avait un petit peu trop de choses qui s'affichaient à l'écran. Bon, là, a priori, sur Xbox, sur la Series X, automatiquement, ça va forcément passer à 30 images secondes, et en Full HD, ça pourra aller au-delà, on va y revenir, mais par défaut, sans toucher à rien d'autre, ça devrait tourner en utilisant la puissance supplémentaire de la Xbox Series X. Quand tu vois la puissance de la machine, c'est pas étonnant quand même. C'est pas étonnant, mais par exemple, ils précisent bien, et là c'est une pique directe faite à Sony, que ça se fait de façon native, sans mode boost ou sous fréquençage. C'est la façon dont Sony a fait, par exemple, pour que la PlayStation 4 Pro continue de faire tourner les jeux PlayStation 4, c'est qu'elle propose en fait si vous voulez, la puce graphique de la PlayStation 4 Pro est 2 fois plus grosse que la PlayStation 4. Et en fait, elle désactive la moitié de sa puce graphique pour faire tourner les jeux comme sur PlayStation 4. C'est leur façon un peu brutale de faire de la rétrocompatibilité. Ah ouais, c'est laid quand même comme manière de faire. C'est un grand classique. Hein. Pardon, Florian ? C'est un grand classique. Hein. Je veux dire, la Game Boy, elle faisait pareil pour la Game Boy Color, le Game Boy Advance pour la Nintendo DS, faisait pareil pour la Game Boy. Diviser la puissance pour mettre à l'ancienne, c'est le grand classique. Oui, voilà. Alors là, du coup, c'est pas du tout ce que Microsoft fait. En fait, Microsoft tire parti d'un truc qu'ils ont prévu pour le coup depuis le début de la Xbox One, c'est le fait que, en réalité, tous les jeux tournent un peu, je vais dire un mot grossier, un peu dans des machines virtuelles. Il y a une sorte d'hyperviseur en fait qui gère à la fois l'OS de la Xbox,
les jeux, tout ça, ça tourne dans des trucs un peu séparés, dans des containers un peu séparés. Et c'est ça qui permet, en fait, ils ont développé une sorte de machine virtuelle Xbox 360 par exemple. Et c'est ça qui permet d'avoir tout de façon isolée et de pouvoir gagner, en fait, de faire tourner le jeu presque logiciellement comme si c'était une Xbox One, mais en utilisant au maximum la puissance, en fait. Mais le jeu reste dans cette sorte d'enclos un peu. En fait, il pense tourner sur une Xbox One, mais en une Xbox One qui serait plus puissante, en fait. Donc, le deuxième point, et rapidement, ils disent bien que c'est compatible, bien sûr, avec le SSD pour réduire les temps de chargement et pour passer rapidement d'un jeu à l'autre. Bon, ça, c'est assez évident. Le deuxième point, c'est le HDR. Ils vont intégrer un mode HDR automatique sur tous les jeux Xbox 360 pour les télés qui sont compatibles HDR. Donc, c'est le fait de faire varier les contrastes dynamiquement et de faire varier la luminosité, les points lumineux à l'affichage pour proposer des couleurs plus riches et des meilleurs contrastes, en fait, en gros. Je schématise, mais c'est ça dans l'essentiel. Mais c'est une technologie qui demande à être implémentée aujourd'hui par les développeurs de jeux vidéo, et là, ça va être automatiquement fait sur tous les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox tout court, alors que ce n'était pas du tout prévu à l'époque. Surtout pas à l'époque de Xbox où le HD n'existait même pas. Non. Donc on était loin d'imaginer ça. Et pour aller encore au-delà de ça, ils annoncent que donc ils vont faire comme ils ont fait avec la Xbox One X, c'est-à-dire essayer d'optimiser certains titres. Alors là, on arrête de parler de tous les titres, on parle vraiment d'une sélection. Donc on verra la liste plus tard, mais ils vont essayer de proposer un peu ce qu'ils ont proposé avec Red Dead Redemption, c'est-à-dire de vraiment booster le jeu en proposant par exemple des algorithmes de traitement pour améliorer la qualité de l'image, de passer par exemple à une résolution 4K pour des jeux qui n'étaient pas forcément prévus à l'époque, toujours en respectant par contre, il faut que ça reste le jeu de base, ça respecte la volonté du créateur, mais c'est bien Microsoft qui va développer ces ajouts-là, et les développeurs n'auront pas à retoucher à leur jeu. Et ça, l'idée de mettre des hyperviseurs, ça doit aider à fond, parce que ça veut dire qu'ils peuvent un petit peu upgrader la machine virtuelle et peut-être faire tourner un peu mieux ceci ou ça et améliorer le côté graphique, des choses comme ça. C'est ce qui leur donne un avantage. Je pense que c'est clairement ce qui leur donne un avantage par rapport à la concurrence sur la rétrocompatibilité. C'est clairement ce qui leur donne un avantage. Et là, ils annoncent donc de pouvoir passer en 4K plusieurs jeux donc, de cette sélection, mais aussi de passer des jeux qui étaient en 30 images secondes à 60 images secondes, voire même des jeux qui étaient déjà à 60 images secondes. Par exemple, c'est le cas des Forza et de Halo 5, par exemple, qui étaient déjà à 60 images secondes sur Xbox One. De là, de les passer à 120 images secondes pour les télés qui sont compatibles. Autant vous dire que c'est particulièrement important pour les jeux de course, où plus il y a de fluidité, plus tu y gagnes en immersion. Et si vous avez une télé donc, qui est compatible avec pour aller jusqu'à 120 images par seconde, c'est quelque chose qui devrait être proposé. Alors, ils n'ont pas précisé que ce serait pour Forza, mais on le sent venir un peu gros comme une mission, parce que c'est clairement un truc, une marque de fabrique de Forza d'être toujours le plus fluide possible. Donc, ce serait étonnant qu'il n'en profite pas. Mais voilà, c'est ce qu'ils voulaient annoncer là. Avoir un maximum de titres compatibles, les accessoires compatibles, la HDR automatique et la possibilité de monter en 4K, 60 images secondes, voire 120 images secondes pour certains titres. Et ils ont rappelé qu'il y aura comme ça plusieurs milliers de jeux disponibles du coup sur la Xbox Series X dès le lancement, fatalement, puisque grâce à la rétrocompatibilité. Ok, merci beaucoup Cassim pour toutes ces informations. C'est vrai que ça va quand même loin cette rétrocompatibilité. Allez, on enchaîne avec la sortie d'un jeu, je sais plus c'était lundi ou mardi, c'est le dernier jeu de chez Mojang qui est sorti. C'est pas Minecraft Go, non, ou Earth, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est Minecraft Dungeons. Alors, on y a joué à la maison, mais pas moi, j'ai pas joué et je n'ai pas le temps d'interviewer mes enfants ce soir qui, eux, l'ont essayé avec plaisir. Est-ce que Cassim, toi, tu l'as essayé ou est-ce que tu en as vu quelques images ou on se le garde pour la semaine prochaine, par exemple? Je peux en parler rapidement, mais je n'ai pas joué beaucoup, donc je ne vais pas faire long. Donc, c'est une sorte on en reparlera un peu la semaine prochaine aussi. C'est une sorte de Diablo-like, donc où vous allez explorer donc, des donjons justement dans l'univers de Minecraft. Donc vous allez affronter des zombies, des creepers et compagnie. Donc c'est un univers qui est forcément beaucoup plus accessible pour les enfants que Diablo. C'est beau Diablo. Et qui est beaucoup plus... toi, t'as pas joué à Diablo 3, toi, avec les Poutounours et compagnie.
Ok. Attends, il y a des licornes, il y a des arcs-en-ciel. Hein. D'accord, très bien. Pas partout. Mais en tout cas, Minecraft a fait ses preuves auprès des enfants. Ah, Et même en termes de gameplay, le jeu est assez accessible parce qu'il est assez simple à prendre en main on peut facilement s'amuser. Et évidemment, la coop est au centre de l'expérience. Alors d'abord, je voudrais rappeler que j'y ai joué sur PC et qu'il m'a fallu une bonne demi-journée pour réussir à télécharger le jeu, non pas à cause de ma connexion Internet, mais parce que j'ai eu de multiples bugs avec le Microsoft Store et le Xbox Game Pass, mais ça, on commence à être habitué et on a vraiment hâte. J'espère que Microsoft va vraiment corriger ça parce que c'est infernal, sachant que à la base j'avais préchargé le jeu, hein, mais je pense que ça a été le début de la fin de précharger le jeu. Sur console, est-ce que ça utilise le Windows Store aussi? Est-ce qu'il y a autant d'emmerdes? Non, il n'y a pas autant du tout d'emmerde. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est censé utiliser le Microsoft Store aussi, mais j'ai jamais vu d'emmerde sur Xbox One. Ah oui, c'est étonnant. Alors, Parce que je voudrais juste, Store. tiens, je voudrais réagir par rapport à ça. Moi, j'étais au boulot le matin et sur mon téléphone, j'ai une annonce du Xbox Game Pass, enfin le truc que tu as quand tu as le Game Pass sur le téléphone. Et il me dit, ouais, il y a Minecraft Dungeons qui est là, est-ce que tu le veux sur ta console? Et donc, j'ai tout simplement cliqué sur mon téléphone et 2 heures ou 3 heures après, j'avais un truc, hop, votre jeu est installé, hop là. Ah, c'est incroyable comme ça marche bien sur console. Non, mais c'est fou. Bah, ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais l'écosystème est vraiment bien sur ça. Non, mais sérieusement, il n'y a aucun souci. Et puis même, tu sens que la partie Xbox du boulot, elle est faite. Même sur l'application, tu peux lancer l'installation sur ton PC. L'application Xbox, elle est propre. Donc, tu sens que la partie de l'équipe Xbox a fait son boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être une autre équipe, par contre, qui a peut-être pas suivi bien. Mais, Tu veux dire l'équipe Store, quoi? Ouais. Bref, en tout cas, donc, il m'a fallu une bonne demi-journée pour installer le jeu. Peu importe, on y est bien. Et rapidement... Hein? Comment t'as fait? C'était quoi la solution? Alors, la solution, ça a été de désinstaller le jeu, de désactiver un certain nombre de services Windows, notamment Windows Update et compagnie, de supprimer le dossier distribution, software distribution de Windows, de faire un Windows Store Reset, enfin le WS Reset en commande. Ouais. J'ai fait un peu tout ça. J'ai fait un reset de Store et un reset de l'application Xbox. Et après tout ça, j'ai relancé l'application Xbox et j'ai lancé le téléchargement et ça a marché plus ou moins. La vitesse partait de 10 mégaoctets secondes, puis tombait à 0, puis remontait à 1 mégaoctet seconde, puis retombait à 0, etc. Ça, c'est le Windows Store. Et c'est impossible pour monsieur tout le monde, quoi. Alors, j'ai trouvé une solution pour gagner une vitesse constante et je vais quand même la partager parce que c'est marrant. J'ai partagé la connexion Internet Orange, donc de mon téléphone, avec mon PC. Ça permettait de repasser à 1 mégaoctet seconde, puis je repassais sur ma connexion fixe fibre. Là, il passait à 50 mégaoctets seconde. Et quand je voyais qu'il redescendait à 0, hop, je passais sur le mobile, ça le remontait à 1 méga. Et le fait de passer sur le mobile puis de repasser sur le fixe, ça le forçait à remonter à retester la connexion. Et si tu n'as pas de mobile, peut-être tu peux juste débrancher et rebrancher ton câble Ethernet tous les 2 secondes, je sais pas. Ça peut peut-être. Possible, mais je voulais pas interrompre la connexion, tu vois. Je voulais qu'il garde la connexion à tout instant. Je voulais pas stopper. C'est ridicule, c'est absolument ridicule, mais voilà. Okay. Ouais, j'ai réussi au final à installer le jeu. Il a planté 1 ou 2 fois quand même, et j'ai eu un petit problème avec le fait que la manette n'était pas reconnue la première fois. Passons. Et la traduction est un peu foireuse à certains moments, notamment key binding qui a été traduit en liaison de clés. Key binding voulant dire, en gros, c'est les associations de touches du clavier, normalement. C'est ça la traduction. Key, c'est les touches du clavier. Bind, c'est lien. Donc, en gros, bref, ils ont traduit ça en liaison de clés parce qu'il n'y a pas d'équipe de traduction chez Microsoft, c'est Microsoft Translator qui fait le boulot. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai joué au jeu. Après, sinon, le jeu, pour l'instant, j'ai fait que quelques missions. Honnêtement, je trouve qu'on s'amuse bien. C'est pas le jeu révolutionnaire de l'année. Il faut savoir qu'il est à 20 € en dehors du Xbox Game Pass, donc c'est pas non plus à vocation à devenir le jeu incroyable qui va tout casser. Mais c'est un bon jeu, ça me semble être un bon jeu accessible. Je sens que les familles vont pouvoir passer un bon moment avec leurs enfants, que c'est un jeu que tu vas pas pouvoir partager. L'univers de Minecraft, il est accueillant, tu t'amuses bien, tu vois les creepers, c'est rigolo. T'as un système de loot à la Diablo où régulièrement tu chopes des nouvelles armes, des nouvelles armures, tu peux les enchanter avec des points d'expérience. Voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait le boulot pour que ce soit accessible et que ce soit fun quand même. Et quand est-ce que tu tues Diablo quand même? Parce que c'est le plus important dans l'histoire, non? Dans un hack and slash. J'ai pas vu. Alors pour l'instant, je sais juste qu'il y a une bribe de scénario où c'est encore une histoire où le personnage il était totalement gentil, il est devenu méchant parce que les gens l'ont rejeté.
Et nous, on va aller devoir le vaincre parce qu'il est devenu méchant, mais alors que quand même, c'est quand même plutôt la faute des gens à la base. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Moi, je te propose d'en reparler un petit peu la semaine prochaine quand on aura eu le temps de le tester un petit peu plus. Là, j'ai plus testé l'installation que le jeu en lui-même, quoi. Ah ben ouais, c'est ça, c'est quand même vachement moins rigolo de tester l'installation. Moi, je te dirai sur console comment ça marche. Enfin, un hack and slash sur console, je sais pas. Mais bref, on verra. Ça sera l'occasion de tester. Et on va terminer avec notre dernière partie sur la Xbox, et la dernière partie tout court du podcast. C'est le Xbox Family. Non, si, Xbox Family Settings, c'est ça, Cassim? Ça, Alors, en français, ça n'a pas du tout ce nom-là. Donc, si vous le cherchez sur Android, sur le store Android, je vais vous donner son petit nom. C'est le contrôle parental Xbox, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a eu la chance sur Frandroid d'avoir l'exclusivité quand même du test en avant-première en France de cette application. Ouais, alors c'est peut-être chez vous d'ailleurs que j'ai vu qu'il était testable. Moi, je l'ai installé quand il était en bêta. D'ailleurs, il est peut-être encore en bêta actuellement. Il est toujours en bêta. L'annonce, c'est le lancement de l'application en bêta. Hein, donc, pour l'instant, elle n'est pas prévue d'arriver en version stable. J'essaie de retrouver l'article, je ne l'ai plus sous les yeux. Mais en tout cas, il prévoit de l'arrivée. Ah oui, voilà, elle est prévue avant la fin de l'année d'arriver en version stable. Comme par hasard, pour le lancement d'une certaine console, on l'imagine. C'est bizarre. Alors ça. D'ailleurs, au passage, cette application, donc c'est une application, comme tu l'as dit, de contrôle parental. Elle utilise totalement le nouveau design langage. Tu sais que moi, c'est ma marotte, l'interface utilisateur. Ça utilise totalement le nouveau code visuel des nouvelles applications Xbox et d'une manière générale du Fluent Design de Microsoft. Donc on a plein d'ombres partout, ça ressort, c'est très joli. Au-delà de ça, après, je pense que je vais plutôt te laisser la parole pour le présenter en détail. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir contrôler, faire ce que fait un contrôle parental, c'est-à-dire pouvoir proposer à tes enfants de limiter l'activité en jeu vidéo de tes enfants, mais en même temps en leur donnant les clés peut-être pour contrôler eux-mêmes certaines choses. Ouais, ou en tout cas pour apprendre à contrôler en partenariat avec les parents. Alors, l'application en elle-même, je vais commencer par dire un truc méchant pour l'application, mais elle n'est pas révolutionnaire. Parce que Microsoft faisait déjà peut-être le boulot, non? C'est ça, c'est ça. Au final, cette application, elle ne fait que réutiliser, remettre au même endroit et de manière beaucoup plus conviviale, ce qui était déjà faisable dans le Microsoft Family. Quand vous alliez sur le site web de Microsoft, que vous vous identifiez avec votre identifiant Microsoft forcément, et que vous alliez dans la partie famille, vous pouviez gérer tout ce qui était temps, durée que vous donniez, que vous accordiez aux enfants sur les différents devices, sur les différentes applications. Alors, vous pouviez déjà quasiment tout faire. Moi, j'ai pas. Voilà, toi, tu n'as personne encore dans ta famille, Cassim, c'est ballot. Voilà, moi, comment ça se passe? Quand vous vous identifiez tout simplement dans l'application avec votre compte Microsoft, si vous avez déjà relié votre conjoint, vos enfants, tout apparaît directement, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc moi, je vois mon époux, je vois mes deux enfants. Vous pouvez cliquer tout simplement sur la personne. Alors, j'ai un bug sur mon fils, qui est quand même beaucoup sur son ordinateur, et on me dit il a fait 0 temps d'écran cette semaine. Alors, ça fait quand même 2 ou 3 semaines que j'ai l'application. Je sais, si je vais sur le Microsoft Family, je vais avoir du temps. Donc là, il y a un petit bug. Par contre, si je prends ma fille, je sais qu'elle a fait, par exemple, aujourd'hui, alors hop, je vais regarder. Alors, ça charge un petit peu, je suis désolé, j'ai une connexion pourrie. Tout à l'heure, j'ai regardé, mais j'ai vu qu'elle avait 48 minutes ou 58 minutes sur... alors, aujourd'hui, 31 minutes sur MS Edge, 9 minutes sur Minecraft Dungeons, donc elle l'a essayé. On aurait pu lui demander elle aussi. Et j'ai vu que cette semaine, elle avait fait... Alors, voilà, c'est bizarre, tu vois. Il y a 5 minutes, j'étais sur l'application et j'avais un détail de ses activités de la semaine, et là, je ne l'ai plus. Donc, c'est peut-être... il me met échec de l'obtention de l'activité des jeux et applications. C'est là où on voit que c'est une preview, effectivement. Peut-être. Non, mais après, voilà, j'ai une connexion pourrie, je tire de la connexion pour le podcast, donc c'est peut-être ça aussi qui empêche l'application de bien fonctionner. Hein. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre sur ce coup-là. Mais, grosso modo, tout ce que vous faisiez en allant, alors c'était un petit peu long, il fallait aller sur le site web, il fallait nanani, nanana. Là, vous avez tout directement dans votre application. Vous pouvez aussi, pour votre enfant, pour chaque enfant, vous pouvez différencier le contrôle parental pour chaque enfant. Vous pouvez dire, tiens, tu commences, tu as droit à allumer tes écrans Microsoft entre, par exemple, je sais pas, 9h du matin, et tu peux les utiliser jusqu'à, 21h.
Et en dehors de ce temps-là, si l'enfant est obligé de se loguer, de toute façon, ça lui dira c'est mort, tu peux pas, t'as pas le droit. Ça marche comment en fait? Quand tu l'allumes, il t'envoie bouler? Comment ça marche? Non, alors quand l'enfant allume l'ordinateur, la télé, la console, ça lui dit il faut que tu demandes une autorisation à tes parents. Donc tu vois, par exemple, ce matin, mon fils s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a l'autorisation d'utiliser Internet ou sa machine à partir de 9 h. Et à 8h34, moi j'étais au boulot et j'ai reçu une notification. Voilà, ton fils veut du temps d'écran supplémentaire. Eh ben, c'est bon, je me suis aperçu, il était déjà 9 h, donc je me suis dit c'est bon, il a déjà eu sa réponse automatique à 9 h. Mais donc tu peux accorder du temps à distance, c'est super pratique. Voilà, mon fils a 3 heures d'écran par jour. S'il veut du temps supplémentaire, il fait une demande automatiquement, il dit voilà, envoyer une demande à mes parents. Et toi, tu peux accorder 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 8 heures, ou dire c'est plus la peine de me demander aujourd'hui, c'est non, c'est fini. Comment ils ont géré s'il est en train de jouer un truc, ça coupe le machin à l'arrache? C'est pas possible, ils ont fait Alors, ça lui met, au bout d'un quart d'heure, quand il reste plus qu'un quart d'heure, ça lui dit attention, dans un quart d'heure, tu as un pop-up au milieu, dans un quart d'heure, ça va couper. 5 minutes avant, ça lui dit attention, ça va couper, chérie. Ça va couper. Voilà, ça va couper, chérie. D'accord. Dans 3 minutes, ça va couper, dans 1 minute, ça va couper, puis ça coupe après. Et à chaque fois qu'il a le pop-up, il peut soit envoyer une invitation aux parents à rajouter du temps, ou tu peux mettre mes parents sont présents, donc toi, avec ton compte administrateur sur la machine, tu vas rajouter du temps, comme tu ferais sur l'application. Et voilà. Et donc, avec une montre connectée, tu as la même chose, tu peux carrément répondre sur la montre. Ça, c'est ce qui est pratique, c'est lié entre l'application. Enfin, ça le faisait déjà avant, rien que la notification, via le service web, tu pouvais la valider sur la montre. Donc ça, c'était sympa. Et tu peux aussi choisir plus finement pour chaque application. Tu peux dire chaque semaine, tu as droit à, je sais pas, 3 heures de YouTube. Tu as droit à 4 heures de Minecraft. Tu as droit à 1 heure de Fortnite. Et tu choisis. Et donc ça, ces réglages, tu peux les faire avec ton enfant. Et donc lui, il peut aussi se rendre compte, parce que tu vois que toi, tu arrives à estimer le temps. Alors déjà, on l'estime pas nous très bien adultes. Les enfants, je te raconte pas. Malgré l'âge, des fois, ouais, non, mais attends, j'ai passé qu'1 heure sur l'ordi. Et t'es là, bonhomme, ça m'indique que tu as déjà fait 2h40 là sur ton ordi. Donc, ah ouais. Ah, je comprends. Donc, tu vois, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir revenir là-dessus, mais c'est une histoire de coéducation. Après, c'est du donnant-donnant, quoi. Ton enfant arrive à dire ouais, écoute, là, je vais faire un effort là-dessus, toi, tu me donnes là, ok, c'est respecté, ça marche. Et tu peux tout régler. Les durées, tu peux les changer chaque jour. Tu peux donner des périodes d'activité autorisées chaque jour différentes. Vraiment, tu peux adapter en fonction de tous tes besoins. Et tu peux faire ça pour chacun de tes enfants. Voilà. Après, il n'y a pas que les fonctions de gestion de temps, il y a d'autres fonctions. Ah oui, tu peux avoir. Alors, tu as le porte-monnaie que tu as. Tu penses à quoi, toi? Tu as l'âge aussi. Alors, ça m'intéresse. L'âge de l'enfant. Ouais, moi, j'avais une question sur le porte-monnaie, justement. Du coup, j'imagine, au nom, j'imagine que c'est le fait de pouvoir mettre un budget, genre de l'argent de poche pour qu'il puisse s'acheter quelque chose, j'imagine. C'est ça. J'imagine que c'est pour s'acheter des jeux. Est-ce que ça marche aussi pour du contenu à l'intérieur de l'application? Oui. Genre, par exemple, typiquement, les jeunes jouent à Fortnite ou à Minecraft, ils peuvent s'acheter un skin ou je sais pas moi, enfin des trucs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour l'avoir vécu, oui, effectivement, tu peux envoyer de l'argent sur le compte de ton enfant. Je crois que c'est 5 €, 10 €, 25 €, 50 € ou plus si tu veux. Tu peux permettre à ton enfant d'acheter directement. Dans tous les cas, tu seras averti. Ou tu peux obliger ton enfant d'attendre que tu valides l'achat. Tu as les deux possibilités. Donc voilà, moi avec mon 12 ans, il a son budget, donc il se démerde. Et la numéro 2, elle, si elle voulait acheter quelque chose, elle serait obligée d'attendre la validation des parents. Voilà. Ok. Et oui, et par exemple, là où je peux ajouter un truc, c'est sur la restriction du contenu par âge. Oui. Ils peuvent gérer en fonction du pays. Ils savent les jeux, si c'est des jeux plus 18 ans, plus je sais plus c'est quoi les autres classifications, il y a 10 ans et plus, oui. Ou d'autres. Alors, tu peux, par défaut, ton enfant a droit d'utiliser les jeux de son âge. Donc, si tu mets rien de particulier, si ton enfant a 7 ans, les jeux auxquels tous les enfants de 7 ans peuvent jouer, il y a droit. Tu peux lui dire, par contre, j'autorise mon enfant à jouer à des jeux jusqu'à des jeux d'âge 10 ans. Est-ce qu'il peut demander une autorisation spéciale pour un jeu, par exemple, en particulier? Oui.
Oui, tu peux autoriser un jeu en particulier, oui. C'est vraiment hyper fin, en fait. Tu peux quasiment Ouais, tout c'est bien. faire. Tu peux vraiment tout personnaliser en fonction de ton enfant et c'est super pratique. Je sais pas, Vraiment. là, ça me vient en tête que tu peux très bien imaginer pouvoir lui donner l'accès à un jeu comme GTA qui est certes violent et adulte, mais pas forcément autant qu'un truc d'horreur hyper gore, tu C'est vois. ce que je te disais. Tu peux l'autoriser, par exemple, à jouer à une demi-heure par semaine à GTA, si tu veux. Mhm. Non, mais c'est Voilà, cool. il aura le droit qu'à ça. Mais Mhm. c'est toi. Après, Oui, bon, en moi, plus je l'ai par pas jeu. GTA sur console. Non, non, mais c'est un exemple qui me vient en Ouais, tête. non, mais je comprends tout à fait. Pour dire que tous les jeux 18 ans et plus, par exemple, se valent pas en termes de violence ou de. Enfin, ça, c'est à chacun de décider exactement. C'est ça. C'est ça. Mais, Mais voilà, je trouve que c'est. En fait, ça reprend vraiment le service qui existait déjà, mais ça met tout ensemble au même endroit. Et c'est vraiment ça qui est confortable. En fait, ça va vraiment apporter un confort d'utilisation qu'on n'avait pas forcément avant. Ça renouvelle pas le service, mais je trouve que le service vraiment de gestion familiale, de contrôle parental de Microsoft, et alors, certains enfants vont le trouver un petit peu intrusif, soit, mais en tant que parent, tu sais ce que ton enfant a visité comme site. Les recherches, tu peux savoir ce qu'ils ont fait, ou tu peux ne pas le savoir aussi. Ça aussi, c'est une question de confiance. Tu sais les durées des logiciels qui ont été utilisés, des applications, des jeux qui ont été utilisés. Donc vraiment, ça te donne un regard et puis ça permet ensuite de discuter à propos de ce qui a été fait. oui, et puis après, justement, tu peux débrayer petit à petit en fonction de l'âge. C'est ça. Ou Euh, remettre du frein, si besoin. oui, bien sûr. Voilà, ça marche dans tous les sens. D'ailleurs, petite note sur les jeux, on parlait des jeux de classification d'âge, etc. J'ai cru comprendre que c'est pas moi qui ai vraiment écrit l'article en question je ne suis pas connaisseur. Euh, que Minecraft, pardon, est classé 10 ans et plus, justement, Ouais. pour le coup. Et apparemment, Microsoft a fait une petite exception sur ce jeu en termes de classification. Enfin, le système ne le gère pas comme un jeu 10 ans et plus, il le gère comme un jeu un peu tout public parce que Oui, c'est Minecraft et que voilà, c'est pas non c'est ça. plus. Je te confirme, ma numéro 2, qui n'a pas 10 ans, joue à Minecraft, elle y passe un peu de temps et elle a le droit d'y jouer. C'est vrai, moi, je n'ai jamais rajouté Minecraft parce que je pense, tu vois, je pensais pas que Minecraft soit limité soit aux 10 ans et plus, quoi. Les classifications d'âge des Ouais. jeux, en fait, c'est assez Ouais. artificiel, enfin, c'est très automatique, quoi, on va dire. Ouais. Et c'est très et les jeux sont très sévèrement notés en fait par rapport à ce qui est au cinéma ou à la télévision par exemple. Il y a beaucoup une facilité à surnoter surclassifier les jeux au cas où pour protéger nos enfants Oui, du danger vidéoludique. c'est ça. Après, c'est bien d'avoir un âge indicatif, mais après, Oui, bien il faut sûr. Ça, connaître le jeu pour pouvoir l'adapter à ton Ah non, enfant. mais Voilà, l'autoriser ou pas, hein. il faut. Hein, Peggy, c'est très bien, je trouve. Ouais, Il ouais. faudrait que plus de parents soient conscients. Le regard et en tiennent compte. Mhm. Voilà. Ok, ben écoute, merci Cassim pour toutes ces questions et puis pour ces petites informations supplémentaires. Nous qui voulions faire un petit épisode, je pense Ouais, que là désolé. on est dans les choux. Allez, c'est pas grave. En tout cas, je pense que on a pu parler de pas mal de choses intéressantes ce soir. Ce fut un plaisir, Cassim, de te recevoir ce soir. Également, Florian, ce fut un plaisir. Je Merci à demande toi. à nos auditeurs tout simplement de partager cet épisode sur les différents réseaux. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous le regardez sur YouTube et laissez-nous un petit commentaire comme certains. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a des personnes sur YouTube qui nous laissent des questions. C'est très agréable d'avoir ces questions, alors que ce soit sur les épisodes ou sur les tutos. Généralement, on a les notifications, donc on peut vous répondre en moins de 3 heures. Je pense que c'est toujours plutôt bien tombé jusque-là. Souvent, c'est moi qui réponds, mais il y a aussi, si je ne sais pas, je renvoie à mes camarades qui sont plus spécialistes que moi. Et puis voilà, sur le site web aussi, livetide.fr, où vous retrouvez tous les épisodes. Si Cassim, vous tu êtes veux dire parent, quelque chose? si vous êtes parent et que vous voulez ajouter une question ou un commentaire justement ou sur votre façon de gérer les jeux vidéo avec vos enfants, n'hésitez pas à venir en commentaire. Oui, je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Cassim, tu crois qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours? On verra. La semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu plus PlayStation que Xbox pour le côté jeux vidéo, mais Microsoft, il y a toujours des choses à dire, je pense. On verra bien. D'accord. Florian, qu'est-ce que tu sens, toi, semaine prochaine ou 15 jours? Plus de 15 jours, je pense.
15 jours? Ah, bah, écoute, on verra. Allez. Donc, surveillez les différents réseaux. Peut-être qu'on pensera à annoncer l'épisode ou qu'on oubliera comme aujourd'hui. C'est pas grave. Mais vous le verrez bien dans votre flux RSS. Allez. Encore merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de journée. Merci Cassim. Merci Florian. À bientôt. Ciao.